Chers téléspectateurs, bienvenue à vous ici à la Bibliothèque nationale. Eh bien, nous sommes ici dans le cadre du mois du livre et de la lecture. En effet, le ministère des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat consacre chaque année le mois de novembre au livre et à la lecture. Et en cette année 2022, nous en sommes à la 6e édition qui a pour thème « Tous lisons pour transcender nos différences ». Pour l'instant, donc, je vous invite à me suivre à l'intérieur où nous allons assister à l'ouverture officielle de ce grand événement. Suivez-moi donc. Messieurs les conseillers à la présidence de la République et à la primature, messieurs les délégués du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, messieurs les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales, les parlementaires, les élus locaux, messieurs les secrétaires et inspecteurs généraux, messieurs le coordonnateur de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, les directeurs et inspecteurs techniques, honorables invités, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Tu aimes dans un roman t'installer pour un moment. Tu as la passion, page après page, de découvrir les personnages. Tu les imagines, tu les vois, pour un peu, ils vivent en toi. Captivé, tu dévores le récit en quête d'autre vie. Un peu acteur, un peu rêveur, d'un roman, tu es aussi l'auteur. Puisqu'au quotidien de la lecture s'imprime ta propre aventure, puisqu'au quotidien de ta lecture s'imprime ta propre aventure. Mesdames, Messieurs, nous commençons cette cérémonie avec ces belles paroles de Chantal Sergera, car il s'agit de la cérémonie officielle, de l'ouverture officielle du mois du livre et de la lecture. Et nous sommes à notre 6e édition, une édition placée sous le thème « Tous lisons pour transcender nos différences ». Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter le programme de la cérémonie. Vous aurez dans un premier temps un spectacle de théâtre avec celui qu'on appelle Razolo. Le président du comité d'organisation interviendra ensuite pour son mot de bienvenue. La parole sera ensuite donnée au ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat pour son discours d'ouverture. Vous aurez également une conférence inaugurale sur le thème « La place des auteurs tchadiens dans le curricula », une conférence qui vous sera présentée par Dr Atié Djaranabi, et un rafraîchissement mettra terme à cette cérémonie. Avant de commencer, j'aimerais aussi vous annoncer que là, à l'entrée, vous l'avez certainement remarqué, il y a une exposition permanente des éditions Toumaï Sao, Le Pays, Salon des Belles Lettres, Centre Almouna, le Cefot, la CIL, la librairie La Source, et également le concours Toubou, où il y a, n'est-ce pas, des documents écrits en langue locale. Nous allons continuer notre programme. À présent, nous demandons au président du comité d'organisation, M. Netio Abo, de venir prononcer son mot de bienvenue. Monsieur le président du comité, vous avez la parole. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis le début de l'année. Cette année, le comité d'organisation a concocté un programme d'activités ambitieux couvrant tout le mois et s'étalant quasiment sur l'ensemble du territoire national. Le comité d'organisation voudrait évidemment apporter sa modeste contribution à l'œuvre d'édification d'un Tchad nouveau dont les jalons ont été posés par le dialogue national inclusif et souverain. En effet, c'est par la lecture que nous parviendrons à découvrir l'autre, à mieux le connaître et à dépasser nos différences culturelles.
Par la lecture, nous nous cultivons et inculquons en nous l'esprit de tolérance, gage du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat pour son implication personnelle, ses conseils et orientations avisées au comité d'organisation. Monsieur le ministre, veuillez trouver ici toute notre profonde gratitude. J'adresse également mes remerciements à toute l'équipe organisatrice du mois du livre et de la lecture, sans oublier nos partenaires, à savoir les libraires, les éditeurs, les bibliothécaires, les écrivains, auteurs, les lecteurs, les experts, spécialistes, etc. Avant de terminer mes propos, mesdames et messieurs, je voudrais plaider votre indulgence pour les manquements que vous aurez à constater. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues et contribueront certainement à l'amélioration des prochaines éditions. Je vous remercie de votre aimable attention. Le moment tant attendu est arrivé. Nous allons suivre à présent le discours d'ouverture de Monsieur le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie, et c'est malgré vos agendas très chargés. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour marque le lancement officiel des activités de la 6e édition du mois du livre et de la lecture. Cet événement culturel majeur a été institué par arrêté numéro 44 du 15 juin 2017. Depuis cette date, 5 éditions ont été organisées. Mesdames et messieurs, le mois du livre et de la lecture est un cadre qui permet de mettre en exergue le livre et surtout à inciter la jeunesse à l'amour de la lecture. Le mois du livre et de la lecture constitue particulièrement un moment d'échange et de partage entre les acteurs de la chaîne du livre, à savoir les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires et les lecteurs. À cette occasion, la Maison des patrimoines culturels du Tchad, MPCT, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, les acteurs de la chaîne du livre, les chefs d'établissement scolaires, ainsi que les chercheurs et enseignants du supérieur, organisent d'intenses activités liées au livre et à la lecture. Des séances de lecture publiques en français et en arabe auront lieu dans plusieurs établissements publics secondaires de N'Djamena, mais aussi dans nos provinces à travers les centres de lecture publique et d'animation culturelle. Des conférences débats, des ateliers d'écriture seront également organisés et animés par d'éminentes personnalités du monde de la culture. Pour cette 6e édition, le thème principal est « Tous, lisons pour transcender nos différences ». À travers ces thèmes, nous voulons inviter le public en général et singulièrement la jeunesse à aller à la découverte de nos différences, de nos diversités afin de connaître et accepter de vivre en symbiose pour la construction d'une nation plurielle. Notre pays, le Tchad, est marqué par une multitude d'ethnies, de tribus, de langues et de religions. Cette mosaïque culturelle a été longtemps exploitée à des fins politiciennes dans le but de fragmenter
le tissu social et la cohésion nationale. Pourtant, la diversité ethnique est un trésor caché. En réalité, la richesse des points de vue et d'expériences apporte une variété d'idées, de perspectives, de connaissances et de compétences qui peuvent améliorer de manière significative la capacité d'une communauté à prospérer. Loin d'être une source de division ou de déchirement, la diversité culturelle donne à notre vie quotidienne une richesse. Sa couleur et son dynamisme. C'est une ouverture cognitive et surtout, comme l'a souligné Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, l'interculturalité est alors vue comme une source d'enrichissement au sein de la société et non comme un frein, étant donné que celle-ci favorise l'interaction dynamique de cultures minoritaires avec la culture majoritaire. De plus, l'interculturel œuvre dans le sens de la diversité culturelle. Mesdames et messieurs, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, s'adressant à la nation tchadienne dans le document de la politique culturelle du Tchad, a affirmé, et je le cite, « Je demeure convaincu que l'unité des filles et des fils du Tchad trouve son fondement d'abord et surtout dans sa diversité culturelle. Il est louable pour nous tous de faire un autre pas en avant afin que le quotidien des Tchadiens puisse être maillé le plus amplement possible par le sentiment d'appartenance à la mère patrie. » Fin de citation. Ces propos de la plus haute personnalité de l'État illustrent le rôle transformateur de la culture dans l'émergence d'un Tchad uni et prospère. Mesdames et messieurs, aller vers l'autre et le découvrir passe par le livre et la lecture. En effet, la culture permet de s'ouvrir au monde, de comprendre et de communiquer avec ce qui nous entoure et donc de se déplacer, se nourrir, se soigner, apprendre des choses. Elle permet aussi de se divertir, de rêver et de réaliser son potentiel. Le livre est un instrument par excellence qui permet aux Tchadiens de se connaître, de se découvrir et surtout prendre conscience qu'ils sont différents, mais complémentaires comme les 5 doigts de la main. Ne dit-on pas que la beauté d'un tapis se trouve dans la multitude de ses couleurs? La lecture est également un moyen d'améliorer le fonctionnement du cerveau. Elle aide à fragmenter la concentration et à stimuler l'esprit. La lecture peut également apprendre de nouvelles choses, à approfondir les connaissances, à augmenter le vocabulaire et à améliorer la mémoire. Mesdames et messieurs, le mois du livre et de la lecture est aussi l'occasion de récompenser nos compatriotes qui se seraient distingués à travers leurs écrits sur le Tchad, qui ont porté haut le flambeau national dans le domaine de la culture et artistique. Pour cette 6e édition, 5 prix sont au programme. Le Grand Prix littéraire du Tchad, le prix du jeune talent, le prix de la meilleure plume féminine, le prix de la littérature arabe et le prix du meilleur éditeur. Mesdames et messieurs, au Tchad, le gouvernement de transition, sous l'impulsion du général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, fait de la lecture une priorité pour la recherche et la promotion de la cohésion et de l'unité nationale, favorable au développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi, dans le cadre du soutien au développement du secteur de la culture,
j'ai le plaisir de vous annoncer du haut de cette tribune que son Excellence, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition, président de la République, chef de l'État, a mis à la disposition de notre département une enveloppe de 400 millions de francs CFA pour l'acquisition de livres et d'ouvrages au profit de la Bibliothèque nationale et les autres structures culturelles. Ce geste prouve à suffisance l'intérêt que les plus hautes autorités du pays accordent à la culture. Mesdames et messieurs, tout en nous invitant à suivre la conférence inaugurale et à participer aux différentes activités qui se dérouleront du 2 au 30 novembre 2022, je déclare lancer les activités du mois du livre et de la lecture, édition 2022. Vive le Tchad uni dans la diversité culturelle. Je vous remercie. C'était donc là le discours d'ouverture du ministre. Il n'est pas à présenter, mais je le fais quand même. Écrivain, membre fondateur de Tchad Non-Violence et de l'Union des poètes tchadiens, il a enseigné à l'université Adam Barka d'Abéché en 2010. Doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, il est l'auteur remarqué de 4 recueils, à savoir Le rejet de la violence, Le sultan et les dons, Les restaurations du destin, Soleil Note, et aussi plusieurs articles dans les journaux non seulement tchadiens, mais aussi algériens, français et suisses. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de participer à cette 6e édition du mois du livre en présentant la conférence inaugurale sur le thème « La place des auteurs tchadiens dans le curricula ». Docteur Achi, que je vous prie d'applaudir avant même la conférence. Et pour la modération de cette conférence, j'invite ici mon collègue Dounia Doumbata Florentin. Monsieur le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, Monsieur le président du comité d'organisation, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectives. Il est de tradition que le lancement officiel du mois du livre et de la lecture est toujours suivi d'une conférence inaugurale. Et cette présente édition ne saurait déroger à la règle. C'est pourquoi le comité d'organisation de cette édition a porté son choix sur le thème « La place des auteurs tchadiens dans le curricula ». Donc ce thème sera développé, comme l'a dit Madame Dakouma, par Dr Atié Diara Nabi, qui est à la fois écrivain et enseignant-chercheur. Cette conférence sera marquée par 2 points forts. Tout d'abord, le conférencier va développer le thème. Le public est appelé donc à le suivre avec attention. Ensuite, il sera procédé aux échanges entre le conférencier et le public par le jeu de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je vais donc donner la parole au conférencier pour développer son thème et nous allons revenir dans un instant avec les questions et réponses. Monsieur le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, chère assistance, l'honneur me choisit pour présenter la conférence inaugurale de la 6e édition du mois du livre, qui a pour thème, c'est-à-dire le mois du livre, tous lisons pour transcender nos différences, et la conférence inaugurale se porte sur la place des auteurs tchadiens dans le curricula. La place des auteurs tchadiens dans le curricula. Vous savez, pour chaque travail, il faut une méthodologie. On doit commencer par une introduction. Il y aura un premier point qui est état des lieux sommaire. En deuxième lieu, nous aurons le contenu du curricula, les rôles des écrivains dans la transmission du savoir, l'impérieuse nécessité de valorisation des talents locaux, et puis on passe à la conclusion. En introduction, généralement,
la notion de curriculum renvoie à la manière de formaliser la réflexion autour d'un programme de formation. Il consiste à déterminer l'orientation scolaire d'une société, plus globalement d'une nation. La notion de curriculum ou bien de curricula s'emploie pour dégager les grandes lignes à suivre pour un rendement scolaire. En ce sens, il se décline en programme ou en contenu d'enseignement spécifique à un cycle de formation. Le chercheur en didactique s'accorde à reconnaître qu'un curriculum est un ensemble d'éléments à visée éducative qui articulent entre eux et permettent l'orientation et l'opérationnalisation d'un système éducatif à travers des plans d'action pédagogiques et administratifs. Il est ancré dans les réalités historiques, sociales, linguistiques, politiques, économiques, religieuses, géographiques et culturelles d'un pays, d'une région ou d'une localité. Les éléments relatifs aux orientations que propose un curriculum pour un système éducatif permettent d'en saisir les finalités. S'agissant de l'état des lieux sommaires, un bref aperçu du curricula tchadien nous permet de nous rendre compte que les textes littéraires constituent un des supports sur lesquels l'on s'appuie pour la transmission du savoir. De l'exploitation des textes intégrales à l'étude des textes partiels, l'on s'aperçoit que l'auteur occupe une place non négligeable dans les contenus des enseignements. De Mongo Betty à Camaralei, d'Aimé Césaire à Jean-Paul Sartre, d'Albert Camus à Montesquieu. Les écrivains contribuent à l'édification de la société, à l'éveil des consciences, au développement de la performance linguistique et à l'esprit d'analyse objective. Hélas, un regard rétrospectif nous permet de nous rendre à l'évidence que les écrivains tchadiens occupent une place marginale dans la conception du curricula national. Ils y sont très peu représentés en dépit de leur nombre croissant et leur effort à animer la scène littéraire tchadienne. Ils se rivalisent de talent et de perspicacité. Leur production littéraire ne cesse de faire des émules à l'échelle nationale, panafricaine et internationale. Des prestigieux prix leur sont décernés en raison de la qualité de leurs plumes. Malheureusement, le curricula reste indifférent à leur égard. Les écrivains qui arrivent à s'effrayer une place dans le curricula national n'évoquent malheureusement pas les réalités qui sont tchadiennes. C'est notamment le cas de Mandoué Naindouba, qui fait mention de l'apartheid, ou de Koulsilamko, qui fait mention du génocide au Rwanda. Il convient de reconnaître que dans les programmes d'enseignement concis en arabe, des auteurs comme Mohamed Al-Amin Fadla, Abdelkader Mohamed Abba ou bien Abbas Mohamed Abdelwahid sont parvenus à donner de la voix à la littérature tchadienne. Parlant du contenu du curricula, les éléments relatifs aux orientations que propose un curriculum sont rarement rassemblés en un seul document. La plupart du temps, ils sont dispersés dans des textes et des lieux différents. Pour comprendre le curriculum d'un système éducatif et ses finalités, le chercheur doit rassembler cet ensemble de documents épars. Il s'agit d'un travail qui permet d'établir un état des lieux, des orientations qu'un pays ou une région souhaite donner à son système éducatif. Cela porte sur une analyse des textes et des documents variés que sur la compréhension des situations particulières du pays. Le contenu d'un curricula doit comme tel refléter l'environnement socioculturel, politique, économique, idéologique et anthropologique de l'apprenant. Il se doit d'offrir une immersion dans le vécu des élèves afin de leur permettre de développer leurs facultés de perception, de description, d'analyse et de réflexion. Le contenu du curricula doit parvenir à forger l'esprit de l'apprenant à travers divers supports pédagogiques, notamment du syllabus,
pour un pays comme le Tchad, où la littérature peine à jouer son rôle d'acteur de développement faute de subventions et d'accompagnement. Lui offrir une place dans le curricula national serait un des meilleurs moyens d'adapter l'école tchadienne à ses réalités sociales. Cela consistera à impliquer l'auteur tchadien dans la transmission du savoir. Le contenu du curricula est en soi une tribune d'expression et d'exploitation des textes littéraires. Il contribue à plonger l'apprenant dans son vécu quotidien et de l'instruire sur son histoire à la fois moderne et ancienne. C'est donc une nécessité que d'impliquer davantage l'auteur tchadien dans le contenu du curricula. Parlant du rôle des écrivains, le but du curriculum éducatif est de favoriser le développement dynamique, holistique et harmonieux des enfants dès la naissance à 4 ans, en tenant compte à la fois de leurs besoins comme êtres uniques et comme êtres sociaux. Ainsi, le rôle de l'écrivain est capital dans la construction du savoir chez l'apprenant. Il lui fournit matière à réflexion et l'incite à un débat à travers un support textuel. Des enseignements comme étude des textes, analyse des textes et le résumé ne peuvent être effectués qu'à travers une collaboration avec l'écrivain. Celui-ci fournit la matière à exploiter, contribuant ainsi au développement des facultés intellectuelles de l'apprenant. Il l'informe, l'instruit et l'oriente grâce aux textes littéraires thématisés. Acteur essentiel de la chaîne scolaire, l'écrivain permet à l'apprenant de saisir les réalités qui l'entourent et les situations sociales qu'il vit au quotidien. Grâce à la lecture, il donne à apprendre et à comprendre les mutations socio-culturelles autant que les événements historiques. Le 4e point, parlant de l'impérieuse nécessité, en vue d'une éducation réussie et empreinte de réalité sociale, l'implication de l'écrivain dans la conception du curricula s'avère plus qu'une nécessité. Elle est d'autant plus une urgence, car l'apport de la littérature ne saurait être occulté si l'on veut un rendement de notre société. En effet, une place bien indiquée, taillée sur les mesures des attentes, doit être accordée à la littérature locale si l'on vise une scolarisation réaliste. L'écrivain, à travers son texte, contribue à la construction du savoir de façon pragmatique. Il offre la possibilité de saisir les différentes péripéties qui jalonnent l'environnement de l'apprenant. Et pour passer à la conclusion, globalement, nous pouvons retenir que le curriculum reste un outil didactique et pédagogique qui sert de boussole au système éducatif d'une nation. Il offre la possibilité d'organiser et de formaliser un enseignement ou plus généralement une formation inscrite sur un ou plusieurs cycles. Comme tel, le curriculum permet d'arriver à un rendement quantitatif et qualitatif inscrit sur une période quelconque. Le curriculum constitue en ce sens un élément fondamental qui permet le succès d'un système éducatif. Ainsi, il devrait permettre la promotion des réalités culturelles à travers une place qu'il accorde aux auteurs du terroir. En somme, il faut reconnaître qu'un curriculum national ne saurait être efficace que s'il constitue un moyen de promotion des talents locaux d'une nation ou d'une société. Tous se lisons pour transcender nos différences et je vous remercie. Nous allons tout de suite ouvrir la première série de questions. Nous allons prendre 3 questions. Le conférencier se fera le devoir de répondre et ainsi de suite. On va évoluer jusqu'à ce que le temps qui nous est imparti soit terminé.
Donc je vais directement à la question. Le thème c'est « Tous lisons pour transcender nos différences ». Mais il y a un problème de la circulation du livre dans notre pays. On voit que le livre, uniquement, on le trouve en N'Djamena. Et même en N'Djamena, dans la plupart de nos quartiers, il n'y a pas de bibliothèque fournie. Comment on peut transcender nos différences si on n'a pas les livres à notre portée? C'est la question que je voudrais poser. Nous avons ici. Je voudrais d'abord, peut-être ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est une contribution. Je voudrais d'abord dire que l'équipe organisatrice du mois du livre et de la lecture, en proposant ce thème, a eu des discussions en son sein. Une partie de l'équipe disait qu'il faudrait confier ce thème à un cadre du Centre national de curricula CNC. Une autre disait non, il faudrait quelqu'un qui soit neutre, qui soit à l'écart du CNC. Et c'est cette deuxième version ou bien deuxième équipe qui a pu obtenir donc gain de cause. Et c'est pourquoi nous avons estimé confier donc le thème à un chercheur, un auteur ou écrivain, en la personne de Dr Atié. Je voudrais le remercier. Et en même temps, il s'agit ici, en proposant ce thème, d'appeler d'une part les écrivains à tenir compte de nos réalités afin qu'ils soient inscrits au niveau du Centre national de curricula. Ils doivent tenir compte de nos réalités. Et il s'agit également du CNC de tenir compte de l'existence des écrivains et des auteurs tchadiens. Nous avons tous appris un langage qui peut-être nous est venu de l'Afrique de l'Ouest avec certains noms tels que la famille Diawara, Mamadou et Bineta, etc. Donc, nous devons aujourd'hui tenir compte de nos réalités nationales dans les documents, dans les programmes d'enseignement que nous produisons pour nos enfants. L'année dernière, à la 5e édition du mois du livre et de la lecture, à l'émission Dimanche chez nous à FM Liberté, plusieurs auditeurs ont suivi et sont intervenus pour dire qu'il y a plusieurs livres d'enseignement qui sont pratiqués dans nos établissements scolaires. Nous n'avons pas les mêmes programmes d'enseignement dans nos établissements scolaires et nous n'avons pas les mêmes livres. Tout cela doit nous guider en tant que CNC, en tant qu'auteur ou écrivain, à tenir compte de ces observations, de ces remarques pertinentes, afin que nous enseignions nos réalités, les réalités tchadiennes. Donc, je salue ce thème qui a été très bien développé par le docteur Atié. Je voulais parler, éveiller la conscience des uns et des autres. La 3e législature avait organisé ce qu'on appelle l'enquête parlementaire sur le système éducatif. Moi, je suis allé dans la province du Bahr el Ghazal. On a mis plus de 2 semaines à enquêter. Vous avez eu les résultats de l'enquête parlementaire sur le système éducatif. L'école tchadienne est en panne, elle est sur des béquilles. Alors, à écouter le conférencier, je voulais poser une petite question et faire aussi le plaidoyer auprès du ministre. Quel est l'impact positif du curricula dans la vie scolaire des jeunes au Tchad? La première question. Deuxième question. Monsieur le ministre a annoncé que le président de transition a débloqué 400 millions pour vraiment ravitailler les centres. Mais il faut que ces 400 millions-là, si c'est pour acheter des livres et des centres culturels, il faut que ça passe aussi dans les fins fonds Tchad. Le Tchad, là, ne se résume pas en N'Djamena seulement. Parce que tout se résume ici, dans la capitale, mais dans les centres culturels, on ne peut pas trouver des livres. Alors que la lecture transforme. Donc, que
ces 400 millions qui seront débloqués pour l'achat des livres là, il faut que ces livres soient également placés dans des centres culturels, dans les Tchad profonds, mais que ça ne s'arrête pas ici seulement à N'Djamena. Je vais dire bonjour à mon cher frère et ami Marius, parce que il pose la question et il est aussi bien placé pour donner sa réponse. Marius, que je l'ai connu depuis, il est libraire, il gère la librairie La Source, c'est-à-dire l'unique librairie qu'on a jusqu'à là. Il sait très bien tous les problèmes qui minent la circulation du livre. Vous savez que le livre, c'est toute une chaîne qui est derrière. Les producteurs, l'éditeur, l'écrivain, l'auteur, les libraires, voilà, tout ça jusqu'au niveau de l'acheteur. Et puis, il y avait tout un tas de problèmes derrière ça. Il faut avoir, tout à l'heure, je parlais dans ma conférence de subventions et d'accompagnement qui manquaient, qui n'a jamais existé pour nos livres. Moi, j'ai vécu à l'extérieur. Vous savez que, heureusement, je me trouve au sein d'une bibliothèque nationale. J'ai à côtoyer un directeur d'une bibliothèque nationale, ailleurs, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il me dit? Que par an, ils ont un budget de combien de milliards rien que pour la politique du livre, produit au niveau national et produit à l'extérieur. Vous savez, et c'est comme ça que ça se fait. Ici, je pense que tout à l'heure, monsieur le conseiller a dit que l'école est en panne, mais la panne est constatée un peu partout. Si on parle d'une refondation du cadre, je pense qu'il faut refonder un peu partout les choses, hein, que ce soit au niveau du système éducatif, que ce soit au sein de la chose culturelle elle-même. Alors, comment favoriser ça? Je pense qu'il faut subventionner, il faut aider, il faut davantage construire de bibliothèques, mais il faut inciter les gens aussi à aller vers la lecture pour lire, mais lire tout simplement ne sert à rien, mais il faut aussi comprendre parce que il faut avoir un niveau de compréhension parce qu'il y a lire et à comprendre, mais compréhension aussi à divers niveaux. Mais l'essentiel, d'aller accompagner, subventionner les livres et tout ce qui accompagne ces livres, c'est-à-dire les acteurs du livre, des chaînes du livre en soi, et les choses vont s'améliorer. Il faut avoir une politique dans ce sens, une politique. Tout à l'heure, monsieur le ministre a parlé de 400 millions, c'est bon, mais il faut que ça aille vers l'avant. Bien sûr, il ne faut pas jeter des ouvrages et venir l'entasser, mais il faut avoir un canevas, il faut avoir un plan d'action. Comment il faut faire avec ces 400 millions? Il faut en demander plus. Et comme ça, les choses vont aller vers l'avant. Mais la subvention va aider le prix aussi des livres parce que les livres coûtent cher. Vous avez mon livre Retour du Tchad chez vous, c'est à combien? À 18 000 francs. Je pense que je ne le recommande même pas à mes étudiants parce que c'est trop cher, parce que c'est édité à l'étranger. Donc, un peu ça, il faut essayer de subventionner, d'aider toute la chaîne du livre, de l'éditeur jusqu'au libraire, et puis aller vers aussi le lecteur et les aider à avoir un livre au moins du chevet et d'aller avec à l'école. Par rapport au conseiller, quel impact du curricula dans la vie d'un jeune? Vous savez, si c'est un curricula bien travaillé, bien traité, bien ficelé, il y aura un impact. Vous savez, nous sommes une société connue par ses violences. La violence vient d'où? Vient de la culture elle-même. L'homme n'est pas violent. Mais lorsqu'il est né dans une société qui cultive la violence, il devient violent. Mais si dans les curricula, le texte qui est choisi, c'est un texte qui enseigne nos jeunes vers la paix, vers tout ce qui est bon, vers ce que j'ai toujours dit, l'élégance morale, vers la transcendance, hein, qui était... lisons pour transcender nos différences, vers l'élévation, je pense que l'impact sera un impact positif. Oui, nous prenons et après, monsieur le ministre Taboué aussi. Je fais un petit témoignage par rapport à la lecture. Moi, j'étais d'abord un grand lecteur. À la lecture, oui. Parce qu'à l'époque, à l'enfance, à l'école, on nous apprend d'abord. Je voudrais juste apporter une petite contribution. Le curricula, en fait, c'est cette institution qui charge dans un pays de fabriquer les ouvrages du programme d'enseignement aux enfants et par étapes et niveaux. Voilà ce que le curricula peut nous apporter.
Eh bien, je voulais aussi ajouter à cela, qu'est-ce qu'on enseigne à un enfant? Il faudra déjà que le livre qu'on utilise, qui devient support pédagogique et qui sert à l'enseignant du point de vue didactique de préparer le contenu du savoir pour le transmettre, eh bien, on le transmet à un enfant, à un plus âgé, puis à un collégien, un lycéen, etc., jusqu'au supérieur. De ce point de vue, il y a une démarche par rapport au développement de l'enfant. Je voudrais juste, sans vous manquer de respect, vous dire, si j'envoie mon enfant en maternelle, en 3e, il y a des prérequis. Ces prérequis doivent se trouver au niveau de ce dépôt, qui est le livre qui vient du curricula et qui doit s'adresser à un enfant de 3 ans et qui va aller jusqu'au CP. Puis à partir du CP, CP1, CP2, vous avez d'autres prérequis. Puis après, le moyen et jusqu'au collège. Voilà un peu ce que cela signifie. Maintenant, le curricula qui fabrique des livres, quelle est sa mission en réalité? Sa mission, c'est des pédagogues, des didacticiens, des hommes qui fabriquent un programme d'enseignement. On les appelle un comité de programmation des cours. Ils doivent faire des ouvrages qui sont des supports pédagogiques, mais qui doivent aussi avoir des références pédagogiques qui parlent. Et là, je vais singer un peu ou bien plagier ce que mon ami, le coordonnateur du patrimoine a dit. Par exemple, moi, quand j'avais été à l'école primaire, il n'y avait pas encore de ce qu'on appelle les maternelles. J'avais appris par rapport au syllabaire et par rapport à un décompte qui me donnait une image mentale. Il faut que ces images mentales et cette syllabation qui va à la maîtrise du mot, puis après le mot dans une chaîne, vont donner le sens à travers une phrase. Tout ceci doit être acquis et doit être dans l'ouvrage. Et le curricula doit fabriquer le livre de l'élève, mais aussi le livre de l'exercice et le livre de l'enseignant, parce que tout le monde n'est pas pédagogue. Ceci étant dit, d'où vient la notion d'enseigner et de programmer pour nos enfants dans une nation? Ça devrait venir de quelque chose qui s'appelle les instructions officielles. Et cela doit se comprendre en termes de plan de développement de l'éducation. Par exemple, je voudrais dans 10 ans avoir 1000 médecins généralistes. Ça se programme et ça s'enseigne et l'État, par rapport à sa programmation, doit le faire et ceci doit se retrouver dans la mission du curricula. Et ça ne devrait pas se faire n'importe comment. Ceci étant dit, ceci s'adresse probablement au ministre des Affaires culturelles qui est ici, qui aujourd'hui il est le garant par rapport à la notion de la culture et du patrimoine, d'apporter les vraies assises didactiques et pédagogiques et aussi sauver la culture étant l'âme de tous les peuples, de toutes les communautés. Deuxième chose, je reviens maintenant à la question des auteurs tchadiens dans le programme. Je voulais parler à des gens qui sont de ma génération. Aujourd'hui, quand vous êtes la première à la terminale, vous avez Camus, vous avez Sartre, vous avez en philosophie Kant, etc. Est-ce qu'on sait pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pendant cette période de programmation, pour enseigner et avoir un bachelier, il y a une thématique. On ne choisit pas un auteur parce que c'est son copain, parce que c'est son ami, parce qu'il a parlé de la thématique du moment surtout. Et puis, au Tchad, qu'est-ce que vous voulez? Tout ce qui ressemble à un livre est littéraire. Voilà pourquoi tout le monde s'est dit, je suis écrivain, je suis désolé de le dire, je fais partie de cela. Mais je préfère que l'on comprenne. La reconnaissance d'une qualité, écrivain ou pas, c'est le lecteur, c'est le peuple, c'est le terreau social qui le fait. On ne se bombarde pas d'un titre. Deuxièmement, il y a une chose qu'on doit faire au niveau de l'enseignement, surtout à partir de la seconde, première et terminale. On a des auteurs de grande qualité, on a des poètes de grande qualité. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être choisis par le comité chargé d'injecter des auteurs tchadiens dans le programme pour que nos enfants s'approprient leurs auteurs? Eh bien non, on a plutôt choisi des gens qui ont écrit sur une thématique de rue, sur une thématique de circonstance, alors que vous avez des gens, je cite tout simplement au hasard, des gens comme Joseph Brahim Seyid, des gens comme Kulsi Lamko, des gens comme Nimrod Benadiangrang,
Qu'est-ce qu'on en fait? Ils ne sont même pas cités. Ils sont là, ici, dans une bibliothèque, dans des photos, je le vois grandiose, mais cela ne suffit pas. Il faudra mettre nos auteurs attitrés par rapport au choix d'une thématique enseignée qui va dans le sens de la pédagogie du pays. Voilà ce que je voudrais apporter. Merci beaucoup pour le ministre Taboy. Il était toujours actif dans ce sens de l'éducation de la culture. C'est un grand apport. C'est toute une bibliothèque. Moi, je l'ai toujours qualifié d'une encyclopédie ambulante. Je voudrais dire une chose. Nous sommes en retard. Nous devons nous adapter à notre époque. Je le dis en tant qu'éditeur, les livres intéressent de moins en moins de gens. Les livres physiques. On a fait la caravane de livres avec le directeur de la librairie La Source. On a fait le tour. Je sais de quoi il s'agit. Les gens lisent. Mais ils lisent sur le téléphone maintenant. Tous les jeunes sont sur le téléphone. Il faut trouver une astuce pour mettre les extraits des textes importants et éducatifs sur les téléphones. Si ici, dans cette maison, on peut avoir un site où on met certains livres que les gens peuvent télécharger et lire. Il faut s'adapter. Nous, les éditeurs, on ne va pas vendre beaucoup de livres, mais on va s'adapter. Je suis en train de jeter des livres, il y en a beaucoup. Mais je vous dis que dans beaucoup de pays, il y a de la dématérialisation. On nous interdit de couper les arbres. Vous savez, les arbres qu'on fait les feuilles. Les feuilles vont être chères. Les livres vont être de plus en plus chers. On va les conserver. Mais si vous voulez vulgariser vraiment la lecture, il faut penser à la version électronique. Je tiens à féliciter le conférencier. Sauf que je voudrais répondre sur une de ses réponses qu'il a dit qu'on doit obliger les élèves à lire dans des écoles. C'est bien beau. Nous avons des bibliothèques scolaires dans des écoles. Quel est le contenu, quel type de documents trouve-t-on dans ces bibliothèques scolaires-là? Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord d'aménager ces bibliothèques scolaires. Donc il ne suffit pas seulement d'y mettre des ouvrages scolaires, mais on doit aussi penser aux livres qui répondent au goût des lecteurs. Donc après avoir aménagé ces bibliothèques scolaires, il faut maintenant penser aux animateurs culturels. Quels sont ceux qui gèrent ces bibliothèques scolaires? Ce ne sont pas des animateurs culturels. Donc ce ne serait pas facile pour eux d'amener les élèves à aimer la lecture. Et de deux, au niveau du Tchad, nous n'avons pas la politique nationale du livre et de la lecture. Donc c'est une interpellation à l'endroit de monsieur le ministre d'y réfléchir. Mais avant déjà de penser à la politique nationale du livre et de la lecture, il faut qu'on ait une idée sur les pratiques culturelles des Tchadiens. Donc, ce qui nécessite une enquête. Sans ça, nous ne pourrions pas vraiment nous en sortir. Le problème de la désaffection des livres et de lecture existera toujours, malgré que ces livres soient mis sur les téléphones portables et ainsi de suite. Merci beaucoup. Étant enseignant et écrivain de votre État, je voudrais vous poser cette petite question-là. Qu'est-ce qu'un écrivain selon vous? Et qu'est-ce qu'un écrivain au Tchad? Me référant bien sûr à ce que venait de dire M. Taboy tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un écrivain et qu'est-ce qu'un écrivain au Tchad? C'est-à-dire, ne pensez-vous pas qu'on doit à un moment donné redéfinir la notion même de ce qu'est un écrivain? Je voudrais rebondir sur la confection du curricula. C'est dire qu'au niveau du CNC, confectionne le programme en français. Mais est-ce que ces programmes confectionnés en français sont-ils aussi confectionnés en arabe? Le même programme en arabe. Je suppose par exemple l'élève qui commence à partir de CP1, qu'il soit à mesure de maîtriser ce qu'il a appris en français et en même temps en arabe, qu'il soit capable d'interpréter ce qu'il comprend en français tout comme en arabe. Et c'est à partir de là, en maîtrisant les deux langues, que nous pouvons dire que l'élève est bilingue. Mais malheureusement, je ne le dis plus pour moi parce que si nous voulons vraiment être bilingues, peut-être que c'est maintenant que nous devons commencer
Parce que au niveau de N'Djamena même les écoles n'ont pas des maîtres qui peuvent enseigner la langue arabe. Et au fur et à mesure que l'élève avance, il faudrait qu'il soit à mesure de faire une lecture et en même temps en arabe et en même temps en français. Mais dans le curricula que le centre est en train de confectionner, est-ce que toutes ces choses sont en train d'être faites? Si ces choses sont en train d'être faites, je crois que dans la salle ici, nous ne pouvons même pas parler de quelques 10 ou 15 bilingues parce que tout le monde n'a appris qu'en français. Et rares sont ceux qui pourront peut-être lire une ligne en arabe. Et pour revenir maintenant au thème, il faut que je sois à mesure de lire l'auteur qui a écrit en français et l'auteur qui a écrit aussi en arabe pour faire la différence et voir comment et quelles sont les différences qu'il y a entre celui-là et entre celui qui a écrit aussi en français. Donc, par rapport à cela, est-ce qu'au niveau du curricula, on s'en préoccupe assez? Et là, nous sommes au mois du livre et c'est un mois national et c'est une question aussi nationale. Le problème encore, c'est que est-ce que nous avons dans une programmation cherché à former des maîtres qui puissent aller dans les fins fonds de village pour effectivement enseigner la langue arabe comme on le fait en français dans tous les petits villages. Sinon, tout le monde ne se concentre qu'ici qu'en N'Djamena et ce serait difficile que le petit enfant qui se trouve au fin fond du village du sud soit à mesure de prononcer un mot en arabe du moment où c'est la même chose comme en français. Il est dans le village, il ne comprend aucun mot en français, mais quand le maître est arrivé, il a réussi à lui faire parler et à lui faire comprendre les choses en français. Il faut qu'il soit de même en arabe. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que le gouvernement est-il prêt à prendre à bras le corps ces problèmes-là pour que des enseignants bilingues soient envoyés un peu partout pour nous permettre d'arriver vraiment à ces bilinguismes-là? Parce que si nous sommes bilingues, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, ce bilinguisme-là n'est que de nom tout simplement. Et ça ne nous arrange pas. Lorsqu'on parle de contenu, les écritures et les contenus, maintenant c'est une affaire de gens, le comité au niveau du curriculum qui doit aussi chercher les bons du mauvais. Voilà, c'est pas à nous de le faire. Maintenant, la question par rapport à l'écrivain. Qu'est-ce qu'un écrivain et un écrivain au Tchad? Vous savez, l'écrivain, c'est celui-là qui s'exerce dans l'écriture. Quelle écriture? Mais la littérature pure. Moi, je parle de la littérature, dans la fiction, dans l'imagination. C'est lui qui produit un roman, c'est lui qui produit de la poésie, qui est le genre noble par l'excellence de la littérature, c'est lui qui produit le théâtre, et ainsi de suite. Hein? C'est ceux-là sont les écrivains, et le reste, c'est des auteurs. Alors, maintenant, pour le cas du Tchad, le Tchad aussi a ses écrivains, comme à ses auteurs. Vous appartenez à une association des écrivains et auteurs du Tchad. Seulement, l'écrivain tchadien est mal perçu, il est mal accompagné, il souffre dans son fort intérieur, il n'est pas accompagné. On l'a dit tout à l'heure, il faut accompagner pas seulement la lecture, mais les auteurs, les écrivains à la fois. Lorsque je parlais de mon séjour à l'extérieur, lorsque le directeur de cette bibliothèque me parlait d'une subvention pour la bibliothèque, mais
quelque part, au niveau de direction du livre, il y a tous ceux qui sont en herbe, là, ils déposent leurs manuscrits au niveau de la direction du livre, et il y a un comité qui va pencher, un comité de lecture qui évalue, et si le texte est publiable, maintenant c'est l'État qui subventionne. Et puis une fois c'est publié, vous êtes déjà écrivain. Un peu ça. Mais le Tchadien, au niveau du Tchad, ils sont tellement mal vus, on s'efforce, on se débrouille tout seul, et c'est pas facile. Autre chose que je dois soulever ici, ces derniers temps, il y a une vague de trop d'écrivains. Et voilà, il faut avoir un peu de retenue. Il y a des gens qui se fabriquent coûte que coûte à être écrivain. Je pense que là, il faut revoir les choses. Voilà. Pour M. Alexis, je ne pense pas que le programme au niveau du curricula, c'est le même programme en arabe comme en français. Hein. C'est pas la même chose. Monsieur Alexis, c'est pas la même chose. Maintenant, lorsqu'on parle d'une langue, souvent les gens parlent de la maîtrise d'une langue. C'est une fausseté. Ça fait partie de nos réalités. Vous savez, nos réalités, c'est quoi? C'est une représentation des faussetés. Le réel, le vrai est ailleurs. C'est pas dans la réalité. Maintenant, on a souvent dit on maîtrise une langue. On ne maîtrise pas une langue. Personne ne maîtrise une langue. On maîtrise les contenus d'une langue et les codes culturels d'une langue. Et pas la langue elle-même, étant donné que la langue est définie par excellence comme vivante. Elle évolue dans le temps et dans l'espace. On ne la maîtrise pas. Nous sommes en 2022. Allez-y à la bibliothèque, vous allez trouver un dictionnaire de 2023. Alors, cette histoire du bilinguisme, je pense que c'est pas mauvais. Mais quand même, il faut repenser le bilinguisme. Parler d'un Tchad bilingue, je pense qu'il faut s'investir. Il faut s'investir dans un certain mécanisme, il faut s'exercer davantage, il faut accompagner ce bilinguisme, il faut avoir une vraie politique de bilinguisme, il faut prioriser les bilingues qui ne sont même pas beaucoup, ils sont moins nombreux. Vous parlez d'envoyer les enseignants bilingues. Enseigner, ils sont où les enseignants bilingues? Il n'y en a pas, il y en a quelques-uns. Hein, parce qu'être bilingue, c'est former de la base jusqu'à la fin de son cursus dans le bilinguisme. Or, vous allez trouver, même les appellations des écoles bilingues, ici, vous allez trouver en arabe, on dit Mouzdawadja. Mouzdawadja, ça ne donne pas bilingue, c'est Sunaï, c'est un peu ça. Donc, il y a un problème, il y a un niveau de la langue que les gens doivent comprendre. Hein? Le français que nous parlons, les gens nous disent que nous sommes des francophones. Moi, je l'ai toujours dit, et je vous renvoie à Jean-Louis Calvet dans son œuvre ou son livre « Linguistique et colonialisme ». Il nous dépouille de cette francophonie que nous ne sommes pas francophones. Vous savez, il donne l'exemple du Burkina Faso. Il vous dit le peuple burkinabé, à 2% seulement, sont des francophones. Et aussi, leur niveau laisse à désirer, le 2%. Le reste, les 98% parlent les Morés. Est-ce que ce sont des francophones? C'est un peu ça la question. Maintenant, francophones ou pas, je ne le pense pas, mais la majorité, c'est de francisants, des arabisants. Un petit peu nombre de francophones, le vrai, c'est ceux qui maîtrisent les codes culturels de la langue française. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde. Avant. Merci, Dunia. Ok, mesdames, messieurs, chers invités, merci beaucoup à tous ceux qui ont intervenu, soit pour des questions ou encore pour des contributions. Merci à vous qui avez été très attentifs pour suivre, n'est-ce pas, ces thèmes très importants. Je vous invite également à suivre avec nous les programmes. Comme vous avez déjà des programmes en main, faites quand même de votre mieux pour au moins participer aux conférences débats, parce que ça sera un rendez-vous du donner et de recevoir. On ne peut pas organiser des conférences débats sans public. Faites quand même de votre effort pour au moins participer à toutes les activités du mois du livre et de la lecture. Sur ce, je dirais tous, lisons pour transcender nos différences. Je vous remercie.